bienvenue sur le podcast, bienvenue dans The Sustainable Horizons. Aujourd'hui, nous avons, comme j'aime à le dire, une illustre personne, une dame de valeur. C'est quelque part notre star sur LinkedIn. On aime bien relayer ses activités parce que ça participe à la promotion de l'architecture africaine, du talent africain. Et quand on le dit, c'est pas régionaliste, ça a une portée véritablement internationale parce que ce savoir-faire, il est valable dans tous les continents. Elle revient d'ailleurs de Kuala Lumpur où, d'une certaine manière, elle nous représentait, nous, la sous-région, nous, la FAFA, nous, l'UIA, et portant ainsi la voix au-delà de la femme parce qu'il ne faut pas faire de clichés, c'est une architecte complète et j'aime à le dire, nous sommes d'abord architectes avant le genre. Alors madame, vous allez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Bonjour Cédric, c'est un vrai plaisir pour moi d'être ce matin ici avec vous à Yaoundé, donc dans le cadre de la célébration de cette semaine sur l'architecture. Je suis Hayat Abderrahim Ndiaye, architecte de nationalité tchadienne. Je suis ancienne présidente de l'Ordre national des architectes du Tchad, l'ONAT. Je suis également membre du conseil de l'Union internationale des architectes pour la région 5 qui est la région Afrique. Je suis par ailleurs également conseillère à l'aménagement du territoire, à l'habitat et à l'urbanisme du Premier ministre au Tchad. Donc voilà actuellement mes responsabilités. Alors on va commencer du Tchad et on va aller à l'international. Quel est le regard que vous portez en tant que conseiller? Évidemment, le rôle principal d'un architecte, même naturellement, c'est d'être conseiller. Mais de par votre pédigré, le Premier ministre du Tchad a bien voulu, et le gouvernement avec, que vous soyez plus proche. Quel est le message que vous leur portez en tant qu'architecte? Je pense que dans chaque pays, tous les gouvernants du monde gagneraient beaucoup à se faire accompagner par les architectes, les acteurs de la ville, comme on aime les appeler, architectes urbanistes, gestionnaires urbains. Je pense que aucune ville au monde ne se construit sans l'appui en fait de cette classe technique. J'aime aussi le dire, une ville ça se construit exactement comme une maison, parce que beaucoup de gens peuvent connaître le processus de construction d'une maison, ils se réfèrent à des architectes, mais lorsque nous parlons à l'échelle d'une ville, malheureusement en Afrique, ce que nous voyons, c'est un peu une telle désorganisation que les gens n'arrivent plus à comprendre effectivement par quel bout prendre le problème. C'est à ce niveau que le conseil, le rôle qu'actuellement nous sommes en train de faire de conseil au niveau des autorités est une plus-value dans le sens de les orienter dans leur prise de décision, dans le sens de les orienter également dans effectivement la construction des villes plus durables et des villes plus résilientes. Ok, merci. Je vois bien que vous introduisez la question de la résilience. Maintenant, si on va à l'échelle de la FAFA, ou bien même, disons, allons d'abord dans notre sous-région. Vous avez été présidente du Tchad. De l'Ordre national des architectes du Tchad, de l'ONAT. Par ricochet, pour moi, c'est comme la présidence collaborative de la sous-région. C'est-à-dire vous partagez cette responsabilité avec tous vos pairs présidents de la sous-région. Pensez-vous qu'on peut construire véritablement une intégration sous-régionale? Parce que nous sommes peut-être 450 aujourd'hui, environ 150 au Tchad, un peu moins au Gabon, en Guinée et au Congo. Et si on extrapole le Rwanda, bien que c'est bien structuré, il n'y a pas beaucoup d'architectes, en RD c'est pareil. Comment est-ce que vous entrevoyez cette collaboration complète-là, que nous soyons les précurseurs de l'intégration sous-régionale? Parce qu'il est plus facile pour nous de nous retrouver aux Émirats, par exemple, que dans un pays ou dans l'autre. Encore heureux, chez nous, on n'a pas besoin de visa dans la sous-région, mais nos collègues du Sénégal ou d'ailleurs ont dû payer des visas. Comment peut-on exporter nos savoir-faire les uns auprès des autres dans la sous-région? Est-ce que c'est une idée qui vous intéresse? Mais bien sûr. Moi, je pense que la question de l'intégration au niveau de l'architecture africaine et plus généralement celle de l'architecture africaine tout simplement
est mal engagée dans le sens où nous avons très peu d'écoles d'architecture. Comme vous pouvez le voir, la plupart du temps déjà on se forme à l'étranger. Moi qui vous parle, j'ai été formée en Belgique. En Belgique, on nous a appris comment construire en s'orientant vers le soleil, par exemple. Hier, j'ai suivi des débats très intéressants dans le cadre de cette semaine sur l'architecture. Et il y a une grosse contradiction nous, là, on se forme par rapport à ce que nous sommes censés fournir comme prestation. Moi, personnellement, quand j'ai été formée en Belgique, on nous a appris comment orienter une maison vers le soleil, par exemple. Je suis revenue au Tchad et là-bas, on file au soleil, on se protège du soleil. Donc, j'ai dû tout réapprendre à construire suivant les codes et les normes de construction locales. Donc, je pense que l'Afrique déjà gagnerait à mettre en place plus de centres de formation, d'instituts, d'écoles pour former les Africains à l'architecture africaine. Je pense que ça, c'est la base. Et après ça, je pense que je suis très confiante aujourd'hui avec la zone de libre-échange économique qui est en train de se mettre en place au niveau de l'Union africaine et que finalement les savoir-faire, les expertises puissent également s'échanger entre les différents pays africains. En tout cas, au Tchad, nous avons eu déjà à valider ces textes-là et c'est sûr que le futur de l'architecture africaine se trouve dans ce sens-là. Un architecte tchadien pourra plus facilement travailler au Cameroun ou ailleurs que par le passé. Oui, parce que les échanges, une fois de plus, nous ont permis de savoir que 70% de la commande en études est en Afrique, mais seulement 2% est tenu par les Africains. On peut citer à l'appel ces personnes-là qui occupent ces 2%. Pourtant, on a une jeunesse qui est en train de monter. Évidemment, elle doit se former de manière convenable pour pouvoir résoudre les problèmes africains de manière particulière. C'est vrai que l'architecture l'architecte est universaliste, il doit pouvoir travailler partout, mais je pense que pour des raisons économiques, si 70% de la commande est dans un lieu, il vaudrait mieux être des experts de ce lieu-là avant de s'exporter ailleurs. Donc je vous rejoins dans votre analyse. Maintenant, vous représentez l'Union internationale des architectes. À cette échelle-là, sans doute vous portez le plaidoyer africain. Que leur dites-vous ? Vous savez, aujourd'hui encore très peu de pays, une vingtaine, je pense, qui sont actuellement inscrits au niveau de l'Union internationale, qui compte en son sein plus d'une 150, je crois, au total. Donc si nous prenons, c'est à peu près la moitié des pays africains qui sont inscrits. Déjà, pour pouvoir peser à ce niveau, il faut déjà être présent. Parce que pendant très longtemps, nous avons été absents. Aujourd'hui, effectivement, nous parlons d'un monde multipolaire. Il y a des termes que nous essayons d'amener dans le débat au niveau international pour dire que les perspectives même de mise en place de la vision globale qui définit l'Union, elle-même, elle doit s'adapter à l'évolution de notre monde. C'est-à-dire, elle doit être tout aussi plurielle que les différents pays qui constituent ces organisations-là. Donc, l'Union, même après 175 ans, je crois, d'existence, aujourd'hui est en pleine mutation. Et il y a des possibilités encore de faire évoluer les choses pour que chacun puisse y trouver son compte, en fin de compte. Donc, c'est un peu ça le débat. Nous sommes en train justement de relever, en tout cas, toutes ces politiques-là qui pourraient en tout cas faciliter une meilleure intégration des pays au sein de cette institution. Mais nous faisons également effectivement un plaidoyer pour que l'Afrique déjà soit présente pour défendre elle-même sa place dans le concert des nations. Une problématique qui nous est très, on va dire, personnelle ou bien qu'on aime bien dans le podcast, c'est celle de la durabilité. Pour vous, devons-nous être alarmistes ou bien optimistes? Devons-nous tomber dans les slogans, dans le branding, parce qu'à un certain niveau, on a l'impression que c'est plus du bavardage, de la promotion de certains matériaux, de certains types d'approches, ou bien c'est véritablement une question fondamentale autour de laquelle les architectes doivent réagir? Je pense que la question de la durabilité est une question très très pertinente, plus pertinente en Afrique qu'ailleurs. Parce que quand on voit que la plupart des autres continents sont arrivés à un tel degré de développement que nous, en tant qu'Africains,
qui avons encore à construire ce continent ne sont pas obligés de faire les mêmes erreurs. Donc ça, c'est un avantage déjà. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a effectivement ces lobbies sur les matériaux de construction qui ont fait que l'architecture africaine s'est complètement déconnectée, en tout cas de ses origines. C'est-à-dire que c'est une architecture à la base qui a été réfléchie pour être adaptée à un climat particulier, à un contexte africain particulier. Une architecture N'Djamena n'est pas la même qu'au Congo, à Brazzaville ou en tout cas à Cape Town. Donc normalement, jusqu'à présent, on avait en fait ces aptitudes à faire évoluer notre architecture suivant les besoins locaux. Et nous sommes arrivés dernièrement dans cette ère de la mondialisation et de tous ces géants industriels qui malheureusement ont fait tellement la promotion d'une manière, ou en tout cas ont réussi en tout cas à imposer leurs produits. Je pense au béton effectivement et à l'acier et tout ce qui va avec, à tel point qu'on en est arrivé aujourd'hui à se dire que c'est la seule solution applicable et c'est la seule en tout cas que nous en tant qu'architectes c'est la seule à laquelle nous donnons du crédit. Malheureusement, c'est un combat qui est encore à faire au niveau de tous ces pays-là, de dire que nous avons tout intérêt en tout cas à reconsidérer en tout cas le futur de l'architecture dans le sens de cette durabilité qui est une question non plus seulement d'ordre pratique, mais c'est également une question sanitaire, c'est une question de survie en tout cas pour nos populations. Donc, maintenant, à votre échelle individuelle, en tant que praticienne, parce que vous n'êtes pas qu'engagée dans le conseil, vous avez sans doute des gestes, des projets, des bâtiments par-ci, par-là. Que pouvez-vous nous dire du style de votre style? Quelle est votre signature? Personnellement, ou bien vous laissez le public en juger? Je suis une architecte, en tout cas je me définis comme étant justement de cette fibre-là durable. J'ai été formée sur la coopération au développement à la base et je me suis très vite intéressée parce que je viens d'un pays où 80% de la population est une population vulnérable, il faut le dire. Et le Tchad est l'un des pays les plus chauds de la planète. Donc pour moi, ça a été une évidence que dès le départ, il fallait réfléchir et sortir de cette alternative proprement du béton pour trouver des solutions adaptées à nos problématiques locales et justement à la possibilité, les moyens que les gens pouvaient mettre là-dedans. Donc très vite, nous nous sommes organisés en réseau au niveau du Sahel. C'est un forum des architectes de la construction en terre qu'on a appelé FACT, dans lequel se retrouvent le Sénégal, le Burkina, le Niger, le Tchad, la Mauritanie, je pense aussi. Donc voilà, c'est un réseau qui a été mis en place et à travers lequel nous expérimentons pas mal de choses. Et très prochainement, en tout cas, je compte lancer également avec mon cabinet à travers les workshops architecturaux pour encore une fois chercher des solutions dans le cadre d'un habitat qui réponde à un habitat durable, décent et surtout un habitat à moindre coût. En tant qu'architecte, ou bien même par nos cabinets, nous sommes très ravis de participer à ce type de workshop parce que on essaye de pionnier, je ne sais pas comment dire en français, d'être des pionniers, voilà, de la proposition de solutions, pas d'architecture mais de solutions, de typologies, de méthodes, de process, de langage, parce qu'on a analysé nos architectures locales pour détecter, définir les langages techniques, les langages formels, les langages fonctionnels que les architectes peuvent maintenant utiliser pour composer. Parce qu'on se dit qu'on ne va pas parler de durabilité avec, comme vous disiez tout à l'heure, les codes qu'on a appris à l'étranger. Il faut pouvoir maîtriser le langage architectural, sa méthodologie, la composition graphique, les designs et même les solutions techniques. Et dans ce genre de workshop, je pense que, ma foi, ça peut avoir sa place. Tout à fait. Voilà. Ce sera un plaisir en tout cas de vous convier dans ce cadre-là, pour que nous puissions également trouver des possibilités, en tout cas d'échanger au niveau sous-régional. Je pense que c'est intéressant parce qu'il faut qu'on puisse, qu'on ait des plateformes pour confronter les idées. Et ça, c'est quelque chose aussi qui nous manque un peu, je pense, dans ce secteur-là de l'architecture durable et l'architecture tout court en général. Voilà. Nous espérons qu'une initiative comme Architecture peut être exploitée dans votre environnement parce qu'elle n'est pas propre au Cameroun.
Donc nous serons ravis d'être invités. Et ça sera un plaisir. D'une manière ou d'une autre, même de manière numérique, quand les moyens ne le permettront pas, pour que les idées puissent se rencontrer, pour qu'on puisse découvrir les savoir-faire. Pour éviter les erreurs du passé, il faut connaître quelle est l'innovation en cours, je pense, pour que nos architectures deviennent meilleures. Et on parle du Japon, c'est parce que les maîtres partagent aux élèves, les élèves partagent aux maîtres, ça crée une émulation. Et chaque 2 ans, il y a presque les Japonais. Parce qu'ils évitent les erreurs du passé. Ils font face au séisme, donc ça les a amenés à une certaine technicité. Nous faisons face à la désertification. Vous avez dit le Tchad est chaud. Et le lac Tchad que partage le Cameroun et le Tchad est désormais vide. Donc ça veut dire que le Cameroun bientôt va entrer dans la même mouvance. Dernièrement, déjà, il y a même eu une inondation au Rhône, des milliers de morts. Donc la problématique de la montée des eaux n'est pas qu'à la côte, elle aussi dans ces régions-là. Donc une fois de plus, merci de t'être prêté au jeu de l'échange. Et on va te demander un dernier mot, soit un conseil, soit une recommandation, soit une mise en perspective pour notre public. Bah écoutez, moi j'ai découvert ce concept d'Architalk durant cette semaine de l'architecture et je me suis posé la question effectivement de savoir qu'est-ce que c'est. Et maintenant je suis très très heureuse de découvrir justement qu'il y ait cette initiative et que je félicite. Merci. Et je trouve que le concept est très très original et c'est exactement ce genre de maillon que je trouve qu'il manque un peu dans ce cadre de l'architecture. Donc bravo à vous, à toute l'équipe et félicitations également à l'équipe organisatrice de cet événement, le NAC, la FAFA. Voilà, et en tout cas, nous sommes très heureux d'avoir pris part à ces rencontres-là. Et je souhaiterais effectivement qu'on puisse démultiplier à l'avenir un peu ces occasions, qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse aborder les dernières actualités dans le secteur de la construction. Donc, en tout cas, j'encouragerais également l'équipe à plus prospecter, effectivement, se délocaliser, justement, faire le tour. On est ouvert. Voilà. Donc, en voilà fait, véritablement un événement déjà sous-régional et puis qui c'est après panafricain. Tout à fait. Par exemple, on est en partenariat à la Fondation Rougerie. Il y a plein de jeunes Africains de partout et même un ambassadeur tchadien. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de la Fondation Rougerie hier. Et effectivement, les opportunités sont là. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de possibilités dans ce sens-là. Donc, moi, personnellement, j'ai même envie de nous lancer un défi, d'organiser ce genre, une exposition au niveau africain, sous-régional, Afrique centrale. Une exposition d'architecture sur l'architecture traditionnelle africaine. Et j'ai envie même de l'appeler exposition universelle parce que finalement la Terre c'est notre universalité à nous. Ouais. Donc de tout ce que j'ai retenu un peu sur les débats d'hier, la question de l'universalité c'est pas une question justement que nous devons en tant qu'Africains appréhender à notre propre contexte. Donc pour moi, une exposition sur l'architecture en terre, qu'on appellerait exposition universelle, parce que l'Afrique quelque part est détentrice de ce savoir-faire millénaire et que malheureusement on a de plus en plus de mal à transmettre. Donc au Tchad, on a complètement perdu ces techniques de construction en terre. En tout cas, j'ambitionne de pouvoir faire un jour revenir à travers ce genre d'activité, mais il faut qu'on se retrouve plus autour de cadres pratiques, encore une fois, que seulement autour de rencontres, de discussions, de débats et de conférences. Voilà, c'est ça mon souhait. C'est votre métier. Voilà. Donc, maintenant, vous avez parlé de cela. Je pense que le cinquantenaire de l'Ordre des architectes du Cameroun, qui est l'année prochaine, vous serez sans doute invité. Je pense que c'est une opportunité d'amener ce genre de questions sur la table pour que le Cameroun célèbre ses 50 ans, c'est bien, mais qu'après, ça soit une célébration là, 50 prochaines années de la sous-région, parce que grâce à cet événement, vous aurez pu porter ce genre de plaidoyer-là. Tout à fait. Alors, je vous rends la perche, j'espère que... En tout cas, en fait, je sais que vous serez à la hauteur de votre réputation. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. C'est un plaisir. Alors, merci à tous.